Bon, merci d'être venu assister à cette session débat sur le thème de l'investisseur idéal entre intérêt financier ou personnel et responsabilité. Je vais vous présenter d'abord les participants à notre table ronde. En partant du fond, parce que ce sera plus facile pour vous de voir de qui je parle, Dominique Roux, qui est économiste, qui est notre hôte, membre du Cercle des économistes, professeur d'économie et également président de Bolloré Technologies. Georges Terrier, qui représente le cabinet d'avocats Davis Polk. Philippe Vidal, qui dirige le CIC Lyonnaise de Banque. Nicolas Dufour, directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement, BPI France. Leslie Théo, qui est Chief Economist, économiste en chef du fonds du gouvernement de Singapour, la Singapore Investment Corporation. Et enfin, Vincent Ricordo, directeur, président, fondateur de KissKissBankBank, la plateforme de crowdfunding, je ne sais pas comment on dit en français, mais financement participatif. De financement participatif, bien connu et qui a eu un succès étonnant ces dernières années. Je vais tout de suite donner la parole à Dominique Roux, qui va caler notre débat, et ensuite chacun de nos participants, en fonction de la formule bien rodée, fera son exposé introductif. Dominique. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde dans cette session numéro 7. Donc ça prouve qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont passées, mais d'autres qui vont venir. Et quelques mots d'introduction à propos de ce thème, magnifique thème, je crois, l'investissement idéal, très d'actualité, entre intérêt et responsabilité. Alors, comme vous le savez tous, aucun acte de gestion n'engage plus les entreprises que l'investissement, qui, comme vous le savez aussi, revêt la plupart du temps un caractère irréversible. Et si les motivations de tout investisseur sont d'abord le rendement et la rentabilité, depuis plusieurs années en France, mais aussi dans le monde, s'est développée la conviction que la prise en compte des facteurs sociaux et environnementaux et des valeurs éthiques peuvent assurer une meilleure performance financière des investissements, tant à moyen terme qu'à long terme, en permettant d'avoir une meilleure compréhension des risques et ainsi favoriser un meilleur management. Une des formes les plus connues de ce type de raisonnement se retrouve dans ce qu'on appelle les investissements socialement responsables, ISR, en prenant les initiales. Il s'agit, au-delà des effets de mode, d'une question intéressante. Alors que la principale et première responsabilité d'une entreprise est de faire des profits, la performance extra-financière, à travers les ISR, permet d'y contribuer en améliorant les résultats économiques. Cela étant, il est intéressant de noter que l'ISR couvre un champ pour le moins diversifié qui va de la finance islamique à l'actionnariat salarié, en passant par le développement durable et la protection de l'environnement et la diversité sociale de l'entreprise. Selon la société Novetic, une filiale de la Caisse des dépôts, une agence spécialisée dans la notation des ISR, les ISR ont représenté 150 milliards d'euros l'année dernière, en augmentation en France de 29% par rapport à 2012, mais avec un rythme de croissance légèrement plus faible que dans les années passées. La Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni sont les principaux marchés de l'ISR en Europe. Quoi qu'il en soit, le mouvement est à présent enclenché, et même si de nombreuses imperfections existent en ce domaine, le comportement des entreprises commence à être influencé par cette dimension sociétale. Mais un deuxième type d'investissement un peu particulier, suite à cette prise de conscience, de nouveaux acteurs et de nouvelles méthodes ont émergé, comme le crowdfunding. Cette finance, comme on a dit tout à l'heure, participative, se fait en dehors des acteurs traditionnels du financement, qui s'appuient sur Internet et les réseaux sociaux, en permettant une relation financière basée sur d'autres critères que la recherche unique du profit. Elle touche de nombreux domaines, comme la mode, le cinéma, l'immobilier, l'édition, etc. Ce nouveau mode de financement influence à son tour les comportements en modifiant le circuit habituel d'investissement et ainsi en améliorant ou en modifiant la responsabilité de l'investisseur. En troisième lieu, il existe maintenant des dizaines de fonds souverains aujourd'hui qui représentent une capitalisation de près de 3 000 milliards de dollars et qui sont gérés par des gouvernements et qui se développent
et qui développe une politique d'investissement avec des critères qui ne sont pas, encore une fois, uniquement des critères classiques d'efficacité financière. Ils intègrent aussi des notions comme l'indépendance nationale ou des choix politiques qui dépassent les simples aspects strictement, les simples objectifs strictement financiers. La capacité de gestion de ces fonds est souvent très forte. L'opacité, de gestion de ces fonds est souvent très forte et il est difficile excusez-moi pour le lapsus, et il est difficile de mesurer si l'éthique qu'ils affichent est en fait respectée. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Tous ces changements dans l'appréciation des investissements sont-ils de simples effets de mode ou bien correspondent-ils à des attentes sociétales réelles ou fortes? On peut aussi se demander si ces nouveaux types de comportements sont des freins ou au contraire des facteurs positifs pour stimuler la croissance économique. L'entreprise, en tant que lieu de production en vue de la création de richesses matérielles, doit-elle se transformer dorénavant pour laisser la place à une institution à responsabilité sociale forte? Faut-il encourager par des mesures fiscales ce type de comportement qui induirait des externalités positives? Donc vous voyez un très grand nombre d'interrogations qui, je pense, pourront être traitées et débattues au cours de la section à laquelle vous participez avec les experts financiers qui sont à ma droite et qui opèrent dans des secteurs très différents et qui aujourd'hui se demandent s'il doit y avoir un lien entre partage, entre intérêt et responsabilité, et donc favoriser ou non la mise en place de ces nouveaux types d'investissements. Merci Dominique. Alors pour introduire notre débat, je vais céder la parole à Nicolas Dufourcq qui va nous dire comment il envisage la question. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, deux chapitres, si vous voulez bien, mais rapides. Le premier, c'est quel type d'investissement on fait, puisqu'aussi bien, il faut essayer de traduire les questions qui sont posées là dans chacune des thèses d'investissement, puisque vous verrez qu'en fait, les questions se posent de manière relativement différente à chaque stade du développement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait dans la partie investissement de BPI France, qui est quand même assez profonde, puisque on investit plusieurs milliards d'euros par an. On fait de l'amorçage pour les startups, on fait du venture, du capital risque, énormément. On est présent dans à peu près 90% des tickets de capital risque investis en France chaque année. On fait du capital développement des PME, on fait ensuite de l'injection de capital patient dans des ETI, et puis on fait parfois des opérations beaucoup plus systémiques, structurelles, dans des entreprises cotées françaises. Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, la frontière entre l'injection de capitaux, d'equity pur, donc la finance, et toute la dimension de l'accompagnement, cette frontière est poreuse. Elle est poreuse parce que, clairement au niveau de l'amorçage et du venture, mais ensuite également à tous les stades de développement de l'entreprise, si vous voulez avoir un retour sur investissement qui soit de qualité, disons au moins positif, il faut accompagner votre entrepreneur. On est vraiment dans la microéconomie et on le sera, à mon avis, de plus en plus. Alors, il se passe quelque chose dans le monde de la tech qui va progressivement déborder sur le monde des entreprises plus matures, des PME plus matures, qui est l'explosion des incubateurs, accélérateurs, que notre ami doit connaître par cœur, et qui est une très très grande promesse. Qu'est-ce que c'est ? J'imagine que certains d'entre vous le savez ou les avez visités, mais en un mot commençant, un entrepreneur, jeune ou moins jeune d'ailleurs, sera colocalisé avec d'autres entrepreneurs, avec donc une force de comparaison et de pression latérale, accompagné en service, en prestation, par une structure qui va donc l'incuber, un peu sous tente à oxygène, avec une montée de température qui est absolument indispensable pour qu'il ait une chance de réussir. Ça se développe partout dans le monde et c'est en train évidemment de se développer très fortement en France et nous le finançons. Donc nous finançons non seulement des entrepreneurs, mais nous finançons des incubateurs accélérateurs qui eux-mêmes aident les entrepreneurs à maximiser leurs chances de réussir. Et ceci se fait donc au niveau de l'amorçage, mais également au niveau du capital risque, et on est en train maintenant de faire des accélérateurs de PME pour les aider à devenir des entreprises de taille intermédiaire. Pour nous, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on se dit de plus en plus que ça n'a pas grand sens d'injecter des capitaux dans des entreprises si on ne fait pas ce travail-là aussi.
Ça nous emmène assez loin. Alors pas aussi loin que d'autres banques de développement que nous regardons avec intérêt, notamment la Banque de développement du Canada, qui elle a une activité de conseil en propre. La Banque mondiale aussi d'ailleurs a une filiale de conseil. Nous n'avons pas l'intention du tout de faire ça. Mais on va tout de même développer des initiatives de conseil en partenariat avec des cabinets privés qui nous permettront d'aller voir nos clients dans lesquels on est investi pour leur proposer des diagnostics stratégiques, opérationnels, de marketing stratégique et les aider à soit résister à la routinisation, ce qui est quand même malheureusement un phénomène qui leur arrive assez fréquemment au bout d'une dizaine d'années, hein, soit trouver les moyens de basculer dans une autre dimension et de se donner une chance d'ajouter un zéro à leur chiffre d'affaires, avant la virgule, du bon côté de la virgule. Alors, tout ceci a des, évidemment, contreparties en termes de gouvernance, dont on parlait à l'instant. C'est que, également, de plus en plus, on leur fait passer le message à ces entrepreneurs dans lesquels on est investi, et au total, on est investi dans à peu près 3000 entreprises, qu'une bonne gouvernance, c'est absolument indispensable pour avoir une chance de réussir dans la construction de l'entreprise. Et donc, on place des administrateurs, et les administrateurs indépendants sont là pour rappeler la nécessité de la bonne gouvernance. Au-delà de la bonne gouvernance, toutes les règles de parité, la question de l'emploi des jeunes sont des questions qui sont posées par nous. Hein. Alors évidemment, plus l'entreprise est petite, plus c'est difficile d'aller publier ce genre de discours. Plus elle est grosse, en revanche, plus elle est profonde, plus on peut commencer à discuter réellement, sérieusement de la question de l'ESR. Alors on le fait comment ? Dans les entreprises dans lesquelles notre activité dite ETI est investie, donc c'est des entreprises de type, je sais pas moi, Daher, Sermeta, dans laquelle on vient de mettre 180 millions d'euros à Morlaix, donc c'est des ETI de taille significative. Là, on discute de ce qu'on appelle des contrats de progrès. Et on le fait non pas sous un angle moralisateur, on le fait sous un angle business, hein, c'est-à-dire que pour que l'entreprise, encore une fois, ait une chance d'ajouter son zéro du bon côté de la virgule, il faut qu'elle soit correctement gouvernée. Et donc on en parle avec le dirigeant, avec son directeur des ressources humaines, et on se donne quelques objectifs à 2 ou 3 ans sur l'ensemble des considérants, hein, de l'ESR. Bon, alors on n'en fait pas énormément, hein, on s'est donné comme objectif d'en faire une dizaine par an. Donc ce n'est absolument pas, comme on dit dans le jargon, scalable, on ne peut pas faire ça à très très grande échelle. Mais c'est pour dire qu'on est quand même assez impliqué en la matière. Alors, donc ça c'est le point que je voulais faire. Comme on est une banque publique, je vous livre une petite information pour ce qui concerne les 104 dirigeants de la banque. Je pense qu'on est la seule banque dont les dirigeants soient incentivés non seulement sur la performance, le budget classique, mais également sur la création d'emplois. Alors, c'est une petite partie de la petite prime, puisque c'est une banque publique, les primes ne sont quand même pas très élevées, mais elle existe. Hein, donc et c'est absolument fondamental, ça n'a pas été imposé, c'est un choix réel des 124 dirigeants de BPI France. Voilà, ça c'est le premier chapitre. Le second, beaucoup plus court, c'est la question plus économique des failles de marché, et je vais le faire en 1 minute. Est-ce qu'une banque publique d'investissement doit investir seulement là où il y a des failles de marché ? La réponse est non. Il n'est écrit nulle part que l'État n'a pas la possibilité d'investir son capital comme il le veut. Il investit son capital comme il le veut. Il n'est pas obligé du tout d'investir son capital uniquement là où il y a des failles de marché. Il se trouve qu'on le fait beaucoup là où il y a des failles de marché, c'est-à-dire l'amorçage, le venture, le capdev des PME. Hein. Mais l'État peut, l'État norvégien, l'État allemand, n'importe quel État, le traité de Rome l'autorise à investir où il le souhaite. Hein. Et donc ça nous amène aussi à avoir une logique d'investissement certes responsable, mais pas forcément indexée sur une analyse très précise et microéconomique de l'existence ou non d'une faille de marché. C'est un point qui est important à souligner. Quand vous lisez dans la presse tel ou tel investissement de BPI France, vous pouvez vous rappeler que BPI France a la liberté d'investir où il le souhaite. Merci beaucoup. Beaucoup de thèmes sur lesquels nous reviendrons, j'en suis sûr, dans la discussion. Je voudrais céder la parole maintenant à Leslie Teo, qui représente le fonds d'investissement du gouvernement de Singapour, donc un autre investisseur public, et qui va nous expliquer quels sont les critères et quelles sont les différences, s'il en est, entre les différents types d'investissements. Merci. Good morning. Good morning. It's a pleasure for me this morning to talk a little bit about an ideal investor. And the premise here is that we want more ideal investors. The challenge is
how do we get more ideal investors? I have 5 points to make. First, the importance of defining success. Second, the problem of time horizon. So these are all challenges trying to get to an ideal investor. Third, the mixed results that we see. Fourth, differentiating between marketing hype and reality. And fifth, talking about the type of long-term investors that might help looking for an ideal investor. I don't know if, not to worry about the slides, I guess. I have 5 minutes to try and raise all these issues. Fortunately, I'm an American-trained economist, so complexity, nuance, and humility are not problems. So in 5 minutes, I will solve this problem. First point on defining success. For investors, success conventionally and by consensus is very clear. Right? For most of us who are investing, it's the amount of risk we take to get an amount of return, right? Risk return. There is nothing wrong with adding other objectives to defining success, but as we move away from defining it in this conventional and consensus way, things get more complicated. Right? This is why many investors who may have clients who care about environmental, social, and governance issues, ESG, or sustainable investing, SRI, would say that their goal is to maximize the risk return and let the client decide what they want to do with the return. Again, there's nothing wrong with adding on more mandates to investing or to your fund manager, to your banker, and so on. The problem is, as we move away from risk return, things become more complicated. So for example, if we think of governance, actually there are very different views of governance across the world. Big difference between Europe and the US, for example, about what is good governance, what is the right behavior of the board, what is the role of the chairman. And if you add these on in mandates to investing, it's not so clear. There's less consensus. It's a more political process. Nothing wrong, but again, we move away from things that are conventional to things that become more contested. It's also problematic because in investing, we have to make trade-offs. If there are multiple goals, there are trade-offs that have to be made in terms of what's more important. So if you want to have more governance, you might have less returns. Now, again, no issue, but let's say, how do you make a trade-off between Wellcome Trust, which invests for future medical kind of things, versus some of these environmental concerns? Second point is about time horizon. In theory, markets should work. When you invest, you should think about to perpetuity. In practice, that's not the case. I'm in France, so I don't have to make the case that markets can be fashionable, can be depressed, can be maniac at some times, right? So if you have a wrong time horizon, and if you think about sustainable investing, you might require a long time horizon. In the short term, it will not pay off. Third point I would make has to do with results. Empirical results tell us that ESG or SRI investing results are mixed at best, right? So there might be a cost. Fourth point I would make is in regards to marketing hype. 25% of all investment instruments today are supposed to be ESG compliant. No surprise, right? If you think that this is what people want, the investment banker on Wall Street will give you what you want in label. But in reality, that's a different question. And fifth point, I guess, is that in order to have more ideal investors, perhaps one class of investor is the long-term investor, the investor who has that long horizon, who is interested in sustainable returns, not just returns for today. Thank you. Thank you, Leslie. I'm sure we will return to many of the themes you just mentioned. Je voudrais maintenant donner la parole à Vincent Ricordo,
fondateur de KissKissBankBank. Je vous ai entendu parler un jour d'investissement affectif et que c'était ça qui motivait les gens qui investissaient dans des projets sur votre plateforme. J'aimerais que vous développiez ça. Alors, déjà, je suis évidemment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais juste lever la main ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le financement participatif, savoir si je dois donner une définition longue ou courte. Levez la main ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. Ok, vous êtes très très peu nombreux maintenant, c'est très bien. Donc encore une fois, nos plateformes, c'est des plateformes où les investisseurs ne sont pas des institutionnels, où ne sont pas des banques, ne sont pas des fonds, ni souverains, ni autres, où les investisseurs, c'est vous. Vous et moi. Non pas en tant que professionnel, mais en tant que particulier. Et ce qui change tout, c'est-à-dire que c'est un monde dans lequel les intermédiaires classiques ne sont pas abandonnés, ne sont pas évacués, mais sont mis de côté pour privilégier une relation où c'est vous qui allez choisir directement le projet dans lequel vous allez mettre de l'argent. Et ce qui change tout, parce que c'est l'occasion du coup de reprendre le pouvoir sur votre propre argent, c'est l'occasion de reprendre le pouvoir sur votre propre épargne et de décider là où vous allez le mettre et là où ça aura un impact direct pour vous, mais également direct pour l'entrepreneur et donc, a fortiori, en direct sur l'économie réelle. Et donc du coup, ce monde un peu, en tout cas qui était tablé d'utopie il y a encore quelques temps, on a lancé nos plateformes en 2009, c'était une dizaine dans le monde à lancer ces plateformes en même temps. Très clairement, à l'époque, on nous tablait d'utopistes, de rejetons de la génération post-68 art, fumeurs de joint, pour reprendre un article qui est sorti sur nous en 2009 ou en 2010, où d'un seul coup, on inventait un monde où les intermédiaires classiques n'étaient plus concernés et à quel titre les gens pouvaient d'un seul coup se faire confiance mutuellement les uns dans les autres et investir directement dans les projets des uns des autres. Bon, au départ, donc, on nous a d'abord vu comme des utopistes complets. Alors moi j'adore le mot, je pense qu'il n'y a que les utopistes qui ont raison dans le monde, il n'y a que les utopistes qui changent le monde. Donc j'étais évidemment hyper content qu'on soit tablé d'utopistes. Et puis petit à petit, les gens commençaient à se dire, tiens, ils ne sont pas utopistes, mais bon, le financement participatif, le crowdfunding, ça reste anecdotique. Et puis le mot a un peu évolué, maintenant quand on parle de nous, on ne dit plus anecdotique, on dit sympathique. Et récemment, le magazine Forbes a sorti un article assez long, assez complet et assez costaud sur le marché du financement participatif, qui est un marché quand même qui malgré tout a dépassé les 5 milliards de dollars dans le monde en 2013, qui a priori devrait atteindre 7 ou 8 en 2014, et qui d'après le magazine Forbes dépassera les 1000 milliards de dollars en 2020. Alors là évidemment, l'utopie disparue, anecdotique un peu moins, sympathique beaucoup moins. Tiens, d'un seul coup, c'est une vraie force en présence. Comment se fait-il que les individus, aujourd'hui, directement, puissent en masse déferler sur nos plateformes et investir directement dans des projets qui les concernent? La réponse, en fait, est simple. Et vous l'avez un peu dans le nom, d'ailleurs, de KissKissBankBank, c'est que le driver des investissements sur nos plateformes, en tant qu'investisseur responsable ou en tant qu'investisseur idéal, c'est pas seulement et uniquement le profit, c'est une double motivation qui est encore une fois la récupération, la prise de pouvoir sur son propre argent et décider là où on va le mettre, sur des projets qui nous plaisent et sur des projets qui nous parlent. Donc ça c'est le premier driver. Le deuxième driver bien évidemment c'est potentiellement le retour, mais le retour sur investissement chez nous, il n'est pas forcément financier. Lorsque vous donnez 50 € à un jeune journaliste qui va traverser le monde entier à vélo pour récupérer des images de populations dévastées par les conflits, pour accoucher d'un web documentaire, lorsque vous investissez, lorsque vous donnez à ce projet, vous ne le faites pas pour le retour investissement financier, vous le faites pour le retour investissement émotionnel. Pourquoi? Parce que lorsque ce web documentaire existera, lorsque vous allez le voir, et lorsqu'il sera diffusé un petit peu partout, ce sera grâce à vous que ce web documentaire existe. Et du coup, le retour que vous avez lorsque vous avez mis 50 € ou 100 € dans ce projet est évidemment beaucoup plus fort en termes d'émotion qu'au niveau capitalistique. Alors bien évidemment, la réglementation évoluant maintenant, après une longue bataille avec le gouvernement, avec des lobbies assez puissants qui essayent toujours de contrecarrer notre développement, eh bien à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir également investir sous forme de prêts rémunérés, ou sous forme d'equity, directement dans les startups ou dans les entreprises qui vous parlent. Et donc là, on va passer à une autre échelle, bien évidemment, parce que vous allez passer de micro-mécènes à micro-investisseurs. Et nous, on prône un monde et on essaye de pousser l'intégralité des gens qui nous suivent à devenir justement des vrais investisseurs utopistes, des vrais
investisseurs idéalistes et en même temps des vrais investisseurs réalistes en mutualisant les risques qu'on va prendre sur les plateformes sur une dizaine ou une quinzaine de projets pour essayer bien évidemment d'en récupérer, là pour le coup, un retour sur investissement financier. Du coup, on est toujours entre deux mondes, entre cette capacité, cette volonté à se regrouper entre nous directement et en même temps à venir rechercher deux types de retours sur investissement émotionnel et financier. Alors, il faut prendre un tout petit peu de recul pour comprendre comment ça marche. Alors du coup, non, je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est le règne et vous l'avez vu, du peer-to-peer, c'est-à-dire cette faculté de mettre les individus en relation les uns avec les autres. Et quand on nous met en relation directement les uns avec les autres, il y a une espèce de notion toute neuve qui se crée qu'on appelle l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle est génératrice d'un truc qui est formidable, qui est une espèce de confiance en soi partagée qui est très virale, et d'un optimisme partagé qui est hyper viral, qui est pour nous le remède contre la morosité ambiante dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Vincent. Alors, je ne sais pas qui sont ces lobbies hyper puissants qui se battent contre la fin des intermédiaires, mais il se trouve qu'on a la chance d'avoir un banquier aujourd'hui avec nous à la tribune. Donc, je vais donner la parole à Philippe Vidal pour qu'il nous explique sa vision du problème. Bien, en général, le banquier a le mauvais rôle. J'étais jeune président en 1994. Déjà, il y avait la crise, vous vous rappelez peut-être, enfin, pas les plus jeunes, bien sûr. Mais déjà, les banquiers étaient sur la sellette. Et donc, j'ai un peu cette habitude-là. Mais déjà, à l'époque, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pensais qu'il était important d'encourager la prise de risque. Et je militais ardemment au niveau de l'association professionnelle des banques à l'époque pour qu'on ait cet effet d'encouragement fiscal de toute nature qu'aujourd'hui, on trouve d'une manière un peu différente au travers de la plateforme que vous avez décrite. C'est-à-dire qu'on a cet effet... Parce que le premier capital, c'est celui de la famille et des amis. Et aujourd'hui, les amis, c'est avec les réseaux sociaux, c'est évidemment une famille beaucoup plus large. Mais je vais vous parler de la banque de proximité, si vous permettez, puisque j'ai fait ça pendant 20 ans. Je peux aussi élargir un petit peu sur la banque d'investissement, puisque je m'en occupe pour le groupe Crédit Mutuel CIC. Et vous démarrez peut-être de manière un peu raide, parce que finalement, les banquiers sont considérés pas prendre de risques et avoir toujours une logique de profit. Et oui, nous sommes une entreprise. Vous dirigez une banque, vous dirigez d'abord une entreprise, et une entreprise, elle doit avoir un avenir, elle doit avoir une pérennité, elle doit avoir des clients dans la durée, et donc il faut absolument que la banque dégage du résultat. Il faut aujourd'hui en faire d'autant plus que la réglementation qui s'est beaucoup durcie depuis que la crise est apparue, cette réglementation nous amène à avoir encore plus de fonds propres. Donc le carburant pour faire du crédit, pour accompagner des entreprises, prendre du risque, c'est les fonds propres et donc le résultat. Et quand vous êtes un groupe mutualiste, qui est notre cas, vous êtes dans l'obligation de générer les fonds propres par vos résultats. Donc ça, c'est pas le profit pour le profit, c'est le profit parce que c'est la nécessité de l'avenir, de construire. Et comme toute entreprise, et la banque, évidemment, n'y échappe pas, il faut investir. Et dans des domaines où on traite l'information, ce qui est le cas de notre métier, traiter de l'information, c'est dans un monde où le numérique prend une place considérable, ça veut dire aussi investir considérablement dans ces métiers pour préparer nos équipes, l'avenir, la formation, les outils techniques à ces domaines-là. Et le commerce est en train de changer. On a eu comme ça une petite expérience de mise en relation pour l'investissement. Le commerce est en train de changer. On investit en ce moment fortement, par exemple, dans une expérimentation qui se passe à Boulogne-Billancourt, où on fait un réseau social pour les commerçants d'abord, et le banquier, évidemment, peut faire les moyens de paiement derrière, mais ça n'est qu'un élément complémentaire à ce qui est une autre forme de commerce sur laquelle on pense que l'on doit investir aujourd'hui. La grande révolution du moment, c'est, vous le savez tous, c'est le téléphone, c'est le mobile, c'est finalement l'Internet dans la poche. Donc gagner de l'argent, mais pas le gagner forcément n'importe comment, avec une approche responsable, puisque c'est le thème de la matinée. Investir de manière responsable, ça veut dire quoi pour nous? Donc je ne vais pas rentrer dans les définitions différentes que l'on peut avoir sur le sujet. C'est d'abord pour nous probablement des valeurs. On est une entreprise de service, fonctionner avec une entreprise de service, avec une certaine homogénéité, une qualité, une disponibilité, des clients qui, dans la durée, sont à vos côtés, ça veut dire que vous avez des gens qui participent globalement du même état d'esprit, du même fonctionnement.
Et dans le groupe Crédit Mutuel CIC, pour les 70 000 collaborateurs que nous avons, on a fait récemment un exercice de rappel sur ces valeurs dans le cadre d'un plan moyen terme. Et les valeurs sont pour nous, il y en a 3 principales qui sont un peu inhérentes à notre mode de fonctionnement. Un groupe décentralisé, c'est d'abord la proximité, c'est la responsabilité et c'est la solidarité. Et donc ces valeurs-là, elles sont martelées et elles n'ont de sens que si elles sont vécues dans le quotidien. Et vécues dans le quotidien, partagées, c'est aussi ça qui, dans la durée, crée la confiance avec les clients. Et on ne fait pas notre métier si on n'est pas capable d'avoir de la confiance avec les clients et ainsi de les fidéliser. La proximité, c'est aujourd'hui une proximité qui reste toujours physique, parce que de temps en temps, il faut se connaître. On connaît plus son banquier que sa banque. C'est une proximité qui devient de plus en plus aussi à distance, qui est une forme d'écoute, surtout du client, qui peut se passer par les nouveaux canaux de relation avec les clients. Mais c'est aussi, pour nous, la notion de responsabilité, quelque chose qui est intimement lié à la proximité. Si on veut faire des affaires, il faut être réactif, il faut donc avoir sur le terrain des gens capables de décider, bien formés, ayant les bons outils et qui eux-mêmes sont capables de dire oui ou de dire non, et s'ils disent non, de dire pourquoi ils disent non, mais en tout cas d'assumer leurs responsabilités face aux clients. Et la solidarité, c'est une notion qui est intimement liée aux deux autres. C'est pas les œuvres de Saint-Vincent de Paul, c'est pas donner de l'argent. C'est être dans la durée responsable vis-à-vis de ses clients, de son environnement, de sa société, de l'endroit dans lequel on vit, pour lequel on vit et avec lequel on a dans la durée une certaine rentabilité. Philippe, je vous propose de poursuivre le débat un petit peu après. Vous êtes arrivé à la fin de votre temps de parole. Moi, je peux vous parler de capital investissement, je peux vous parler également des investissements ISR. Il y a pas de problème. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. Je voudrais donner la parole à Georges Terrier maintenant, parce que l'émergence de ces nouveaux types d'investissements pose aussi la question de la protection de celui qui investit. Georges, quelle est votre approche de cette question ? Merci beaucoup. Je vais revenir peut-être en synthèse, puisque je suis le dernier intervenant, sur la notion d'investisseur idéal. Un petit peu conceptualiser les choses aussi pour poser la véritable dimension de ce débat très intéressant. Idéal, investisseur idéal. Dès que l'on parle d'idéal, on est déjà, et vous l'avez compris, dans l'incantation, dans la prospective. Et en ces matières, et je crois qu'on aborde beaucoup de sujets, beaucoup d'expériences, beaucoup de projets, la question est de savoir dans quelle mesure on peut conserver cette idée d'idéal, et on va voir qu'on ne peut la conserver, cette idée d'idéal qui est vertueuse en soi, que pour autant qu'on s'affranchisse bien évidemment d'un certain nombre d'illusions. Alors des illusions en la matière, j'en ai vu 2. C'est une méthode comme une autre, il y en a certainement d'autres. Premièrement, la première illusion, c'est celle du choix de l'investisseur. Dans quelle mesure l'entreprise, la firme, les acteurs peuvent choisir, sélectionner un investisseur quand ils le jugent ou quand ils le veulent idéal. C'est la première illusion. La réponse est complexe et il y aura 3 constats rapides. La deuxième illusion, c'est le comportement de l'investisseur. L'illusion consiste à croire qu'on va attendre de l'investisseur un comportement prédéterminé, prévisible, vertueux, responsable industriellement, socialement. C'est une illusion et le cadre juridique est balbutiant. Il est timide, il est en train de se construire, mais de manière très pragmatique et très progressive, très lente. Alors la première illusion, 3 constats. Premièrement, il est incontestable qu'une entreprise, une firme, un acteur peut choisir d'une certaine façon un investisseur, un partenaire financier. C'est le cas des tours de table dans les sociétés non cotées, c'est le cas des placements privés pour les sociétés cotées, c'est le cas aussi des cessions de blocs hors marché pour les sociétés cotées, dont incontestablement la notion d'intuitu personné permet et résiste à cette illusion. L'actionnaire de référence est par définition la démarche type de l'investisseur prétendument idéal, du moins au début, en tout cas qui permet donc de faire une sélection et d'opérer un choix délibéré, voulu, maîtrisé sur l'investisseur. Le second constat, à l'inverse, c'est que dans les sociétés cotées notamment, le principe c'est la liberté de circulation, c'est la liberté de circulation des capitaux et bien évidemment, aucune société cotée ne peut empêcher un investisseur d'intervenir au capital
Même une société cotée à dominante familiale a vu récemment l'arrivée de LVMH à son capital, l'irruption, prétend-elle, en sorte qu'il n'y a pas de jardin privé. Et en matière de société cotée, on ne choisit pas son investisseur, on peut le choisir, mais on a vu tout de même en matière de grandes opérations publiques, que même sans des opérations amicales structurantes comme celle du Club Méditerranée, eh bien, intervient dans le cadre d'une surenchère un investisseur dit hostile qui a une différence stratégique et qui perturbe bien évidemment ce beau mariage franco-chinois. Ça, c'est le deuxième constat. Alors le troisième constat, c'est que le choix de l'investisseur aujourd'hui, également pour certains dossiers stratégiques sensibles, la réglementation vient interférer ce choix. Et c'est extrêmement actuel et important. Deux exemples. Premièrement, la loi du 29 mars 2014 qui donne désormais, rapidement au comité d'entreprise le droit en matière d'offres publiques sur le marché financier, d'entendre et d'évaluer la stratégie industrielle, les business plans, les plans stratégiques, la localisation des décisions de gestion, le maintien des sites, le maintien de l'emploi, qui permet donc d'évaluer, avec l'assistance d'experts, l'initiateur d'une offre publique et d'en tirer des conséquences ex post, c'est-à-dire il a droit à un comité de suivi des engagements par la suite. Alors c'est un outil à la française, extrêmement décrié, très lourd, parce que vous imaginez quand il y a une surenchère avec un investisseur qui vient, en plus de l'autre, ce que ça peut créer au niveau du comité d'entreprise, qui devient un véritable arbitre, ne serait-ce que par le temps que va mettre bien évidemment toute cette procédure. Mais c'est un problème très 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 important et très récent. On va voir à l'usure du temps l'expérience qu'il faut en tirer. La deuxième illustration réglementaire, c'est bien évidemment le décret du 14 mai 2014 qui a étendu la liste des secteurs stratégiques, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels l'investisseur étranger doit obtenir du ministre de l'économie une autorisation pour l'investissement. Vous en avez vu une illustration récente dans le cas Alstom. Ce texte décrié, de mon point de vue, ne constitue pas une manifestation d'un protectionnisme économique débile ou dogmatique, pas du tout. Ça ne constitue pas davantage la renaissance d'un capitalisme d'État, c'est simplement le fait que l'État s'invite dans des pourparlers, sur des boîtes stratégiques bien évidemment, à la négociation pour s'assurer que les impératifs de l'économie nationale sont sauvegardés, que ce soit en termes de patrimoine intellectuel, brevets, maintien de l'emploi, etc. Et de ce point de vue-là, nous avons vu le dossier Alstom, j'y reviendrai. Donc, trois constats. Vous voyez que le choix de l'investisseur idéal, aujourd'hui, il existe encore en liberté, il est pondéré par certains dispositifs et en plus réglementairement, la politique industrielle mise en œuvre vient de plus en plus interférer là-dessus. C'était la première illusion. Alors pour la deuxième, nous allons attendre le débat lui-même et vous aurez la parole à nouveau et j'y reviendrai sur la deuxième illusion. En attendant, on va passer à la phase du débat proprement dit et je vais demander à Guillaume, qui est notre étudiant lauréat, qui va poser la question pour lancer la discussion. Alors, bonjour à tous, Guillaume Parent, étudiant à l'École centrale Paris. Donc, ces derniers temps, on parle beaucoup de politique industrielle et nombreux sont en France ceux qui regrettent les grands investissements pompidoliens, même si ceux-ci enfreignaient les règles de la concurrence libre et parfaite. Maintenant, depuis les 30 Glorieuses, le cadre réglementaire a changé. Il y a un nouvel acteur qui est apparu, qui est assez dominant, c'est la Commission européenne. Donc ma question est simple. La doctrine ultralibérale de Bruxelles autorise-t-elle l'émergence d'investisseurs idéaux? Merci. Alors, je vais peut-être donner la parole à Nicolas Dufour, qui avait commencé d'aborder d'une certaine façon cette question avec le fait que la BPI est autorisée à investir là où elle le voulait. Donc la question, est-ce que Bruxelles est une contrainte à une politique industrielle, si j'ai bien compris la question de Guillaume? Je vais répondre précisément à la question. Il y a des situations de retournement entreprises en difficulté. Quand on injecte du capital en direct dans ces entreprises-là, il faut le faire en investisseur avisé en économie de marché. Voilà, bon, c'est l'expression consacrée, et il faut être capable de le prouver. Donc il faut être capable, quand on est investisseur public, d'aller chercher des co-investisseurs privés qui vont prendre le même risque au même moment, et qui vont, en tiers de confiance, prouver donc à la Commission européenne que même le privé peut intervenir dans des situations de cette nature-là. Sans co-investissement privé dans des sociétés en retournement, c'est assez difficile. C'est possible, mais il faut le notifier à la Commission de Bruxelles. On l'a fait à 2 reprises.
Alors ensuite, il faut bien rappeler ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'est pas interdit à l'État, n'importe quel État européen, d'investir son equity où il le veut. Il faut qu'il le fasse en investisseur avisé en économie de marché, et ça vaut pour Alstom comme pour le reste. Hein. Voilà les limites juridiques, en réalité, de notre intervention. Alors, je termine juste pour dire que, ensuite, vous regardez les différentes thèses dont on parlait tout à l'heure, l'amorçage, si vous prenez l'amorçage, c'est complètement clair que vous ne retrouvez pas vos sous. Au bout de 10 ans, vous retrouvez 85% de ce qui a été investi. Donc, il y aura toujours de l'argent public dans de l'amorçage. Hein, ou des business angels, en tout cas un argent particulier. Et donc, nous avons un fonds national d'amorçage, qui est un fonds de 1 milliard d'euros, 600 millions publics, 400 millions privés. Ce fonds a été notifié à la Commission de Bruxelles, validé par la Commission de Bruxelles, et c'est parce qu'il a été validé que nous pouvons déployer des capitaux vers toutes les start-up françaises. Est-ce qu'on peut poursuivre sur la BPI en particulier? Parce que, en dehors de ce que vous avez identifié comme les failles de marché à plusieurs niveaux de développement des entreprises, qu'est-ce qui définit l'investissement de la BPI ou de l'agent public qu'est la BPI dans des situations autres, dans des situations normales? Et qu'est-ce que vous attendez comme type de retour sur cet investissement? Quels sont les critères qui vous différencient d'une banque ordinaire, etc. Puisque s'il n'y a pas de faille d'économie de marché, vous êtes théoriquement en situation de concurrence avec d'autres agents privés. Et donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'investissement public dans ces cas-là? Alors, bon, un chiffre, hein, c'est une banque qui fait à peu près 4% de résultats, de return sur fonds propres. Hein. 4%, bon, donc c'est plus faible qu'une banque privée. Et c'est ce qui est, là aussi, toujours dans le dialogue qu'on a avec la Commission européenne, admis pour des banques publiques d'investissement. Pourquoi on ne fait que 4? Parce qu'on va précisément vers des tests d'investissement risqués, voire très risqués. Donc, je disais l'amorçage. Je peux rajouter le capital risque. Le capital risque, en réalité, c'est de la politique industrielle. Hein. Je veux dire par là qu'il faut attendre 10 ans, 12 ans pour faire un multiple de 1,1 sur votre investissement. Donc c'est une thèse qui est de toute façon risquée. Elle n'est rentable que si vous avez la chance de tomber sur une pépite de type Blablacar. Mais en moyenne, c'est quand même assez risqué. Donc c'est une faille de marché. Le capital développement des petites PME régionales avec des petits tickets, c'est aussi une faille de marché. Ce n'est pas d'une rentabilité extraordinaire. Alors ensuite intervient les investissements qu'on peut faire dans des ETI françaises. Et on va dire des ETI de qualité, parce que les ETI qui sont elles-mêmes en situation de retournement, tout le monde souhaiterait que la BPI ne fasse que ça. On en a fait quelques-unes, mais on en fait pas tant que ça. Parce qu'investir en économie de marché, on ne peut pas. Quand on fait des ETI, on les fait toujours en co-investissement. Toujours en co-investissement. Et d'ailleurs, quand on fait du crédit, on le fait toujours en cofinancement avec nos partenaires bancaires. C'est une règle de base dans la doctrine qui a été validée par le Parlement. Nous ne pouvons pas faire de crédit en blanc sans cofinancement bancaire, et nous ne pouvons quasiment pas faire d'equity en blanc sans co-investissement avec des fonds privés. Oui, Philippe, je vais rajouter effectivement un petit mot là-dessus, puisque nous, on a 2 milliards investis dans les entreprises, il y en a à peu près 500 lignes. Et on fait à la fois du capital innovation, mais pas l'amorçage, parce qu'effectivement, c'est une période qui peut être très très longue, mais capital innovation dans des biotech, dans des sujets, et on a aujourd'hui créé une filiale au Canada, parce qu'une grande partie des débouchés, des évolutions sont nécessaires de l'autre côté de l'Atlantique. On a mis une centaine de millions là-dessus, et l'essentiel, c'est quand même plutôt l'accompagnement, le développement, dans la durée, parce que, contrairement aux fonds qui ont souvent des contraintes de délai, le fait de pouvoir accompagner le vrai projet de l'entrepreneur dans la durée est un atout. Ça peut durer quelques petites années, ça peut durer 15 ans, 20 ans, c'est une autre dimension. Et dans tous les cas de figure, on se retrouve avec un objectif quand même de rentabilité, même si il n'est pas forcément hyper élevé. Un objectif de rentabilité, c'est les fonds propres de la banque que l'on met dans ce métier. Et quand on le fait avec la BPI, forcément, c'est sur les mêmes niveaux d'entrée, les mêmes niveaux de sortie. Et je pense que c'est bien comme ça, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison que la structure publique ait des conditions différentes de celles des structures privées. Le débat ensuite, c'est même si l'État peut investir l'argent là où il veut, c'est ce qu'il le doit. Est-ce que c'est plus efficace? C'est un problème d'allocation de moyens, mais ça, c'est un autre débat qui me dépasse, mais qui m'intéresse quand même. Dominique, vous vouliez... Juste, Nicolas, une petite question. Est-ce que tu as le droit d'investir où tu veux, mais est-ce que tu as le droit d'investir à l'étranger?
Oui, absolument. D'ailleurs, j'étais, non pas pour aller voir le match, mais pour travailler au Brésil en début de semaine, pour monter un fonds franco-brésilien de biotech. Donc, typiquement, là, on va faire un fonds de 100 millions d'euros qui investira dans des PME françaises de biotech qui vont au Brésil et des PME brésiliennes de biotech qui viennent en France. On l'a fait avec la Chine. On a un fonds franco-chinois de 700 millions, hein, qui fait exactement ça, qui envoie des PME françaises en Chine et qui accueille des PME chinoises en France. On le fait avec le Maghreb, on va le faire avec l'Afrique noire. Et on va maintenant, puisque le tabou est tombé il y a une quinzaine de jours, mon métier c'est un peu de faire tomber des tabous. Hein. Bon, il y en a un qui est tombé, qui est qu'on peut investir dans des entreprises françaises incorporées à l'étranger. Hein. Notre métier, c'est d'accompagner l'entrepreneur français, où qu'il soit. Alors, ce serait peut-être le moment de passer le micro dans la salle. Déjà beaucoup de mains qui se lèvent, ce qui est très, très bon signe. Allez-y. Et dans la mesure du possible, et sauf si vous tenez un anonymat absolu, vous pouvez vous présenter brièvement. Ça va aller, merci. Donc, bonjour, Aurélie Vallas, doctorante au CERGAM et à la Caisse d'épargne. Donc, j'aurais une question vis-à-vis du rôle des banques dans l'investissement socialement responsable. On entend dire que c'est surtout les grandes entreprises qui bénéficient de cet investissement socialement responsable. Et je me demandais en fait si nos banques françaises décentralisées n'avaient pas un rôle à jouer pour démocratiser l'investissement socialement responsable auprès de nos PME en région. Merci. Alors, qui veut prendre cette question ? Donner peut-être un éclairage, parce que j'ai aussi dans ma palette d'activités les métiers de gestion d'actifs pour compte de tiers. Peut-être dire un mot quand même là-dessus, parce que le métier financier évolue depuis la crise, et comme vous le savez, la réglementation, on va dire que la crise vient des États-Unis, mais la réglementation nous pousse vers une réglementation de type anglo-saxon aujourd'hui, c'est-à-dire des intermédiations et donc un peu moins de prêts par le système bancaire et un peu plus par le marché en direct. Les investissements socialement responsables sont plus le fait d'investisseurs pour compte de tiers, des fonds de pension, des fonds souverains, des gens comme ça. Et là, c'est tout à fait intéressant. Il y a quelques études académiques probablement à parfaire, mais le sujet me semble aujourd'hui assez bien décanté. Les performances des fonds qui ont investi dans les entreprises avec une meilleure gouvernance, qui ont des critères ISR, c'est en général le moins risqué et plus rentable. Donc c'est un message extrêmement positif. Après, il est sûr que l'investisseur est quand même plus loin de l'entreprise dans ce type de gestion de fonds que le banquier ne peut l'être, parce que le banquier, s'il est à proximité, il va dans la durée retrouver l'entreprise, l'entrepreneur, etc. Donc les gens sont un peu moins fidèles quand même en tant qu'investisseurs à l'entreprise, et je ne suis pas sûr que le schéma anglo-saxon soit le meilleur schéma que l'on puisse avoir pour financer l'économie réelle. Ça, c'est une conviction que je pense pas mal de banques françaises partagent aujourd'hui. Ensuite, développer l'ISR dans le cadre des PME, oui, le fonds ce que l'on fait maintenant sur le PEA-PME me paraît un bon vecteur de développement. Il y a à peu près 1 milliard qui ont été collectés là-dessus. Le faire dans cette perspective-là, de manière générale, me paraît encouragé. Oui. Une autre question ? J'ai du mal à voir le... Bonjour, Viviane Netter, administrateur indépendant et membre d'un comité régional d'orientation de BPI France. On parle beaucoup aujourd'hui de capital humain. Alors, dans quelle mesure utilisez-vous ces critères et surtout, comment les mesurez-vous ? Puisqu'en fait, l'investisseur idéal, il a évidemment besoin d'une certaine rentabilité. On accorde beaucoup de conseils et puis d'importance aux hommes et aux femmes. Mais comment le mesurez-vous ? Merci. Qui veut prendre cette question ? Le capital humain dans... Nicolas ? Alors on a essayé, je pense qu'on y arrive plutôt pas mal, d'objectiver la conséquence en emploi de tout ce qu'on fait dans le monde de l'investissement en fonds propres. Alors je vous donne le chiffre et ça vous dit à quel point... c'est pas les activités de capital développement de la BPI qui vont pouvoir sauver l'emploi en France. Puisque, historiquement, sur les 3000 entreprises dont on parle là, on a une création nette d'emplois annuelle de 12 000 emplois à peu près. 14 000 bruts, 2 000 destructions, 12 000 nets. Voilà.
Donc c'est pas du tout à l'échelle des 3,5 millions de chômeurs français. Hein. Donc le rôle de BPI France, et j'insiste encore une fois sur le fait que l'emploi est une dimension tout à fait fondamentale, c'est d'abord de donner tous les moyens possibles à ce qu'on appelle chez nous la Californie française, c'est-à-dire cette incroyable vague d'entrepreneuriat dans le pays. Mais c'est pas ça qui va créer chaque année, aujourd'hui, les centaines de milliers d'emplois dont on a besoin. Ça les créera peut-être dans une quinzaine d'années. Voilà. D'autres questions sur ce sujet important de l'investissement socialement responsable? On a 2 mains qui se lèvent devant. Là. Bonjour, Pierre Lucas, étudiant en droit des affaires à Montpellier. Je voulais poser une question notamment à monsieur de KissKissBankBank. Aujourd'hui, on encourage vraiment la reprise des entreprises par les salariés sous des formes juridiques différentes. Et donc, on voit que les salariés sont investis dans le processus de reprise d'entreprise, avec le comité d'entreprise notamment. Et je voulais savoir justement si votre entreprise, votre business allait dans ce sens-là aussi et encourageait, avait des projets en sens de reprise par les salariés avec du micro-investissement et donc votre plateforme. Travailler et venir travailler avec nous, c'est une idée que personne n'avait eue encore, mais si vous êtes libre le lundi matin pendant la réunion sur la prospective de notre société, vous êtes le bienvenu. Non, je pense qu'on est mécaniquement quand même porté vers ce genre de mécanisme parce que le financement participatif fonctionne en fait avec une technique qui est toujours la même pour n'importe quel type de projet, que ce soit un projet artistique ou un projet d'entreprise, c'est que c'est d'abord la communauté autour du créateur de projet qui réagit en premier lieu. Lorsque vous voulez lancer... je prends un exemple d'une jeune boîte qui est venue financer une collection de lunettes écolo en bois sur KissKiss. Ils sont venus collecter 25 000 € pour lancer les premiers prototypes. Sur les 25 000 € qui ont été collectés, il y a 12 000 ou 13 000 € qui viennent vraiment de leur premier cercle, c'est-à-dire amis, famille. Et puis mécaniquement par les réseaux sociaux, ensuite vous allez toucher les amis d'amis. Et potentiellement, si le produit a du sens ou l'idée a du sens, un troisième cercle qui ne vient pas de votre premier cercle, mais qui vient par redondance quand même vis-à-vis du premier. Et donc mécaniquement, ce que vous dites là est fort intéressant. On pourrait très bien imaginer à terme sur les plateformes, soit de prêts rémunérés, soit d'equity, qu'effectivement ce premier cercle soit véritablement les employés de l'entreprise qui du coup deviendraient investisseurs ou co-investisseurs dans leur propre entreprise. C'est une piste assez intéressante effectivement. Oui, bonjour, je m'appelle Corinne Versini, je dirige une entreprise innovante dans les nanotechnologies. Donc moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est amorçage, et particulièrement l'amorçage de la BPI, parce que, à part l'État, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on crée des emplois, mais peut-être dans 15 ans. Donc je trouve que la BPI a peu d'outils au niveau de l'amorçage, même si on a un FNA qui est quand même très orienté TIC. Nous, on fait des nanotechnologies, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme les biotech, hein, parce qu'il faut avoir cette même durée de vie pour avoir quelque chose de viable sur le marché. Donc, je voulais savoir si vous allez développer plus de produits pour nous aider en amorçage. Surtout, nous, les entreprises qui sommes en fonds propres négatifs, souvent au début de notre vie. Et en général, quand on est en fonds propres négatifs, personne ne veut nous financer. Et surtout, le prêt d'amorçage qui était BPI et qui apparemment semble vouloir disparaître. Voilà, c'est presque un pitch. Voilà des questions précises. Donc, oui, mais tout à fait, on va changer de carte. Oui. Alors, bon, juste l'amorçage, vous allez comprendre le sens de ma réponse. Vous le savez très bien, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un entrepreneur qui arrive, il a des slides, et il a lui-même, et il n'a rien d'autre. Donc, c'est l'amour au premier regard ou rien. C'est ça l'amorçage. Donc c'est une profession, les investisseurs en amorçage, très particulière. Comme c'est justement de la pure intuition, une banque publique ne peut pas le faire en direct. Parce que vous aurez toujours l'écosystème autour qui va lui dire « Allez, ton intuition, elle est positive, il est sympa le gamin ». Donc il a été décidé de faire l'amorçage en indirect. C'est-à-dire que ce ne sont que des fonds privés financés par le Fonds national d'amorçage, donc par nous, qui le font. On a donc injecté à ce jour 380 millions d'euros, avec une contrepartie de privé d'à peu près 250, dans, de mémoire, 17 fonds. Donc il y a 17 fonds privés qui font ça. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup de TIC, et c'est vrai que dans votre région, j'imagine bien, il y a un petit défaut de fonds privés d'amorçage,
parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc là, on est en France. Il y a un petit phénomène de gauloiserie régionale qu'on peut peut-être essayer d'aider à régler. Il manque un fonds d'amorçage dans la région Lyon-Grenoble, très clairement, pour vous aider dans le monde des nanotechnologies. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà, toute cette région-là. Je suis bien au courant du sujet. Alors ensuite, le prêt d'amorçage, bon, ça ne vous concerne pas tous, mais sachez qu'il y avait un prêt d'amorçage, mais donc l'information que je vous donne, et puis ensuite on fera ça backstage, c'est qu'il est maintenu jusqu'à la fin de l'année, et qu'à la fin de l'année, il sera remplacé par ce qu'on appelle dans notre jargon du venture loan, c'est-à-dire des prêts qu'on fait à des entreprises qui n'ont pas de capitaux, et qui ont un EBITDA négatif, et qui sont en phase de levée. Ça, c'est au 1er janvier. Mais d'ici là, il existe. Vous pouvez aller à votre agence BPI France, le prêt participatif d'amorçage est commercialisé. Non, il ne s'arrête plus le 15 juillet, il s'arrête le 31 décembre. Vous avez compris que vous pouvez continuer cette discussion avec Nicolas, backstage. Y a-t-il une autre question? Monsieur, là-bas, s'il vous plaît. François Lombard, Turenne Capital. Lorsqu'on pose la question d'un investisseur idéal, est-ce qu'on n'est pas en train de parler finalement d'évolution des valeurs en tant qu'investisseur? Et l'évolution des valeurs telles qu'elles apparaissent, mais j'aimerais avoir l'avis du panel, c'est d'une part les utopistes, un peu les jeunes, qui veulent changer le monde, et de l'autre côté les représentants du secteur public, qui peuvent être du côté de gouvernement de Singapour, de la BPI, qui veulent restaurer un certain nombre de valeurs, peut-être poussées par le peuple. Donc, j'aimerais avoir un peu votre avis. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une révolution des valeurs qui est le mariage un peu entre les utopistes et puis le tenant du bien public? Merci beaucoup. Leslie, do you think investing values are changing or have changed over time? And do you think that's what we're seeing? Maybe 3 thoughts. First point is that I think the great financial crisis has made many of us think about the role of markets and the role of value in markets. So yes, we as human beings can be excessive at times, and for a certain period of human history, certainly the view about the perfection of markets and the benefits that very little regulation can do prevail, right? So everybody across the globe in different countries are rethinking that. Associated with that is rethinking on the part of investors also. Right? How do we behave in a manner that can make things more sustainable? And for a class of investors, people who invest for the long term, pension funds, endowment funds, people like us who invest the people's money, we do care about the long term. Second thought, however, is this, that we're all struggling, I guess, between some hard truths and maybe easy answers. And what I gather here, so to be a bit controversial, is that we can always give money to create jobs for a while, but it may not be sustained, right? There is that old Chinese proverb that said you can give a person a fish or you can teach them how to fish, right? Which is more sustainable. And I think the challenge for many of us is trying to respond to the public outcry. Maybe they saw how bankers benefited before the crisis, and then now everybody feels there's no access to credit, so we want credit. It's our turn to have credit. But the truth is, not every idea is good, not every business will survive, and you need some discipline. I guess I go back to risk and return to sometimes tell you what is sustainable and what is not. So how do we tread that path between just giving out money and making sure there's a certain discipline? Because again, not every idea or every business can or will survive. My third point is actually this, that from my perspective, there's actually more money than good ideas. If we talk about human capital in a different sense, our business actually is about trying to make judgments about human capital all the time. It's not about who can create the most jobs, but who can create the most value, which ultimately could, in the short term, lose jobs,
but in the long run, bring benefit to society. Alors, est-ce qu'on a observé la montée des exigences d'investissement socialement responsable, qui est une définition un peu vague, dans des organismes aussi divers que les grands fonds internationaux, type fonds souverain norvégien, type fonds de pension des instituteurs de l'Ontario, et avec des critères qui vont de ne pas investir dans des entreprises condamnées au pénal, comme on l'a vu récemment pour une grande banque française, de ne pas investir dans des marchands d'armes, de ne pas investir dans des entreprises qui font commerce avec des pays corrompus. Enfin, on a la montée de ces critères, mais est-ce que les actionnaires en question sont toujours prêts à accepter la diminution de retour sur investissement qui accompagne parfois ça? La BPI a, en gros, si j'ai bien compris, un actionnaire qui accepte que le retour sur investissement soit limité à 4%. Et c'est ce qui vous permet d'investir en fonction de critères qui ne sont pas forcément de retour immédiat, de retour sur 3 ans ou 5 ans, et que vous pouvez voir à plus long terme. Mais est-ce qu'on observe que les investisseurs sont capables d'accepter ce que vous décriviez en termes de trade-off, return and risk, over a time period? Leslie? I can start off. I say yes. Again, as I said, sometimes these things are not contradictory, right? We do know that they're not contradictory because certain behaviors lead to sustainable businesses. If you have a board that doesn't function or a company that doesn't behave in an environmental sustainable way, over a long period of time, they won't make money. So I think it's possible. The problem maybe is a more practical one, because in financial markets, this is not from necessarily from a direct investor point of view, but from a perspective of an investor who invests through financial markets. Actually, the evidence is mixed. If you look at companies that are in the sin category, like arms producers, maybe certain industries like tobacco, because investors don't want to buy them, right? Their price falls, but their price falls, it means the expected return goes up. Right? So actually, it's quite a robust finding empirically that these sin companies, we call them, they give outside returns. Now, of course, you can say, I don't want those returns, because for me, investing is a little bit more, has more moral obligation, like the Norwegians, then you cross them out. But there is a consequence when you do so. In the emerging world, companies that have better ESG scores, so environmental, social, and governance scores, do better. So again, I think that's a proxy for the fact that this gives you information about how well a company is run. Actually, in the developed world, this information is not very useful. It, as best as we can tell, at least in my reading of the research, no benefit. ESG companies that score very high and those that are on average. Okay, thank you, Leslie. Je crois qu'il est malheureusement temps de terminer ce débat. Une ultime question? Oui? D'accord. Micro. Parce que vous êtes au-delà du temps de parole, mais ça va faire un crier fort et je vous accorde 1 minute de plus. Vincent, est-ce que vous vous heurtez à l'hostilité des financiers publics ou privés? Non, il
il y a une hostilité qui est un petit peu cachée, c'est-à-dire que dans le cadre des négociations qu'on a avec le gouvernement ces derniers temps, il y a un lobby assez fort des institutions classiques ou qui sont un peu conservatrices et qui pensent que l'intelligence collective ne protégera pas la veuve de Carpentras, ne protégera pas l'investisseur, et que du coup il faut pondre un tas de normes et un tas de règles qui viennent un peu contrecarrer la liberté et la créativité qu'on a intrinsèquement sur nos plateformes. Donc il n'y a pas d'hostilité, il y a souvent une incompréhension, ou il y avait une incompréhension. Je pense qu'aujourd'hui c'est en train de se tasser un petit peu, il y a beaucoup de partenariats maintenant entre les banques et les plateformes de crowdfunding. Nous on a un partenariat assez structurant avec la Banque Postale notamment, donc je pense que c'est en train de se faire. Il y a ces deux mondes complètement différents, on a des intermédiaires classiques et puis à côté des plateformes qui prônent la désintermédiation. C'est deux philosophies qui sont complètement différentes, mais au final ce qu'on sait et ce qu'on voit, c'est que le crowdfunding c'est en train ni plus ni moins de générer et de créer une brique dans le financement classique qui n'existait pas, ou en tout cas qui n'était pas visible et mutualisée, et qui en fait vient répondre aux problématiques de manque d'argent justement en amorçage, puisque du coup là c'est l'entourage du créateur d'entreprise qui prend le risque, et après mécaniquement ces entreprises là viendront trouver des relais de financement sur les institutions qui sont plus classiques. Donc encore une fois on est vraiment on va dire spécialisé dans le financement entre 1 euro et 1 million d'euros, et mécaniquement après les institutions existantes déjà aujourd'hui viendront se caler sur les tickets supérieurs, donc il n'y a pas de raison de nous opposer plus longtemps. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin malheureusement. Vous pouvez continuer évidemment le débat personnellement avec eux.